Vous êtes dans Retour Gagnant, votre émission 100% tennis sur Max sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Bienvenue. Vous êtes au bon endroit. On a passé un très beau week-end à Rome et nous sommes déjà plongés dans Roland-Garros avec le début des qualifications. Et justement, nous sommes en compagnie du nouveau directeur technique national de la Fédération française de tennis, Didier Rettière. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était un plaisir. Vous êtes plongé directement dans le bain là, avec le début de Roland-Garros. C'est parti depuis hier, voilà, à fond. Et pour parler tennis, évidemment, et un petit peu rugby, puisque les deux mondes s'entrechoquent. On a Olivier Canton avec nous. Salut Olivier. Salut. On est content. Ouais, on est content. On a passé un bon week-end à Rome. Oui. Puis on va parler Roland-Garros, là, ça va être sympa ça. Et ouais, c'est la période de l'année la plus sympa, la terre battue qui pose ses valises à Paris. Didier, on va parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à devenir directeur technique national du tennis. Olivier, tu peux peut-être rappeler un peu par où est passé Didier pour en arriver avant au tennis? Moi, Didier Rettière, je l'ai connu dans un autre monde, une autre vie, quand il s'occupait du rugby. On rappelle son parcours. Joueur du rugby, déjà, dans les années 80, 90, et puis après, qui a été très vite entraîneur très performant, champion du monde avec les moins de 20 ans, les moins de 21 ans à l'époque, c'était en 2006, puis ensuite entraîneur des avants, des grands, des seniors, aux côtés de Marc Lièvremont, emmenant l'équipe de France jusqu'à cette fameuse finale en Nouvelle-Zélande, perdue en 2011. Puis ensuite, vous avez pris les rênes de la Fédé en étant directeur technique national à partir de 2014. Et puis ensuite, vous êtes parti à Clermont, c'était il y a quelques années, pour vous occuper un peu plus de la formation. Alors je le disais, moi je vous ai connu dans le rugby. Si on m'avait dit à l'époque vous seriez un jour du tennis, que vous seriez là en plateau avec nous pour parler tennis, je ne l'aurais pas cru. Je pense que vous non plus. Non. Comment vous en êtes arrivé à postuler? À quel moment vous vous êtes dit « Ah ben tiens, moi le tennis, ouais, c'est pour moi » En fait, ça a été un process qui a maturé tout au long de ce début d'année, début de saison. En fait, j'avais décidé au mois de fin septembre de ne pas poursuivre mon aventure avec l'ASM. Et donc, j'ai regardé, étudié quel nouveau challenge, nouveau défi je pouvais relever. Donc, évidemment, j'ai regardé dans le rugby, en France et à l'étranger. Et puis, j'ai regardé aussi ce qu'il pouvait y avoir dans l'environnement du sport. Et puis, j'ai vu que quelques fédérations cherchaient un directeur technique national. Et puis voilà, et j'ai découvert le monde du tennis. J'avais vu comme ça, à la fois en tant que, je dirais, amateur un peu lointain, mais aussi avec pas mal de gens, parce que quelque part, dans le monde du sport, il y a aussi beaucoup de gens qui bougent et qu'on va retrouver. Donc voilà, des rencontres, des échanges. Et puis petit à petit, en fait, il y a deux choses, moi, qui sont ressorties. C'est le parcours et le sport de haut niveau, c'est-à-dire ces aventures incroyables et ces personnes incroyables qu'on côtoie. Et ça me fascine, le fait d'avoir comment ces gens deviennent des gens extraordinaires. Et moi, j'adore accompagner justement ces projets et je trouve ça incroyable. Puis la deuxième chose, qui était en fait une forme d'ADN que je retrouve, c'est le club. Le club de tennis avec son club house, avec ces gens qui se retrouvent, avec ces familles qui partagent cette même passion, mais je trouvais très aligné avec ce qu'on vit dans un club de rugby. Et donc je me disais, voilà, il y a ce côté haut niveau que j'adore, et puis de l'autre côté aussi ces valeurs du club qui me touchent fortement, dans lesquelles j'ai été éduqué et tout ça. Donc je me voyais et j'ai postulé que pour le tennis. J'ai pas cherché ailleurs. Il y avait du rugby ou le tennis. Et donc voilà, et je crois le courant est passé. On a trouvé des convergences avec le président. J'ai trouvé une équipe de dirigeants aussi autour de lui, motivante, et puis surtout une formidable fédération avec vraiment un projet très ambitieux, Roland-Garros. Enfin, voilà, c'est un peu le Graal du sport quand même. Voilà. Vous êtes le premier DTN extérieur, de la Fédération française de tennis extérieur au monde du tennis. Eux sont venus chercher votre expérience de DTN, mais aussi des capacités managériales. Ce sont les mots du président Gilles Moreton. Qu'est-ce que vous
pouviez leur apporter au-delà de cette expérience déjà dans le maillage fédéral? Alors la première chose, et moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que souvent quand on est en fait engagé fortement dans un univers, il y a des choses qu'on fait de manière presque automatique sans plus les questionner. Et j'ai ce luxe aujourd'hui, c'est de pouvoir poser toutes les questions. Et donc c'est ça qui est bien, c'est-à-dire aussi apporter un regard extérieur et d'essayer à un moment donné voilà, de faire remonter quelque chose, proposer aussi des choses différentes. Nous, évidemment, au rugby, je dis nous, au rugby, je commence à dire beaucoup nous pour la fédé de tennis aussi. Évidemment, on est très marqué par le collectif. C'est une équipe avec des gens très différents qui la composent physiquement, mais aussi mentalement. C'est des staffs très conséquents. Donc, on est très marqué par le côté collectif, la dynamique du groupe, comment servir les intérêts du groupe. Et je trouve que c'est ça aussi qu'on doit amener, parce que globalement, autour des sportifs, on a un staff, on a des équipes, il y a un collectif d'entraînement. En fait, le joueur ou la joueuse n'est jamais seul. Oui, et donc, c'est ça qu'il va falloir, c'est trouver cette dynamique collective. Puis moi, derrière, moi, je suis très marqué par l'ADN des équipes de France. Je crois que le grand public aussi, ben voilà, les victoires de Coupe Davis ou de Fed Cup, eh ben, elles ont marqué l'histoire du sport français. Et je crois que c'est ça, il faut aussi avoir cet ADN des équipes de France parce qu'elles font rêver tout le monde. Et comment ont réagi vos amis du rugby? Comprenez que ce choix étonne? Alors, beaucoup de gens très étonnés parce qu'en fait, ils ne s'y attendaient pas. Et moi, je suis vraiment estampillé rugby. Et puis, j'ai vraiment des amis qui disaient, mais en fait, ça ne nous étonne pas parce qu'en fait, tu as toujours un peu cette capacité à aller chercher des fois des choses un peu différentes. Et même déjà, quand j'entraînais, j'aimais bien avoir des regards extérieurs de l'univers complètement différent. Et je trouve que c'est cette ouverture-là qui fait progresser. Il y a déjà eu un petit peu cette démarche, puisqu'ils sont allés chercher Ivan Ljubicic, qui est un ancien joueur étranger croate, pour apporter son expérience au plus haut niveau. Donc il y avait quand même cette volonté du côté de Gilles Moreton et puis de toutes les instances du tennis de changer quelque chose qui fonctionnait peut-être plus très bien, puisqu'on a montré du doigt la formation et puis ce creux un peu générationnel. Ivan est quelqu'un de passionnant. On est en contact très proche et très souvent, et c'est quelqu'un de passionnant. Sa vie a été passionnante. Il a déjà 1000 vies. Il pourrait faire des livres ou un film là-dessus. Et puis c'est quelqu'un, je trouve, qui a vraiment une image, une représentation très forte de ce qu'est le sport de haut niveau et de ce qu'il faut faire dans l'accompagnement. On est très alignés en fait sur la philosophie, l'esprit, et je trouve que c'est vraiment facile de travailler avec lui. Et voilà. Et donc moi, évidemment, je trouve que c'est cette complémentarité qui est intéressante parce que évidemment, je suis pas l'expert du sport et je vais pas expliquer comment il faut servir, comment il faut mettre ses doigts sur la raquette, etc. Et je pense que d'avoir un expert, comme Ivan, eh ben ça pose le cadre et c'est vraiment l'idée de travailler ensemble et vraiment de faire de belles choses ensemble. Alors, on parlait de haut niveau avec Ivan Ljubicic. Vous avez pris vos fonctions officiellement là, il y a quelques semaines seulement, début mai. C'est quoi la feuille de route maintenant? Vous avez commencé à communiquer là-dessus. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect évidemment sportif. On pense spontanément au tennis féminin qui est en grande difficulté. La Roland-Garros va démarrer. On rappelle, il n'y a qu'une seule joueuse dans le top 100, c'est Vera Gracheva. Oui. Ça fait partie de vos projets prioritaires, sûr, ça? Pour le tennis féminin, on est un peu dans un creux de cycle, comme ça arrive malheureusement assez régulièrement dans le sport de haut niveau. Il y a la dernière victoire de la Fed Cup, c'est il y a 5 ans, donc c'est pas non plus il y a aussi longtemps que ça. Mais voilà, aujourd'hui, en effet, quand on est la Fédération française de tennis, on se doit d'avoir un certain niveau, un certain standing qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc l'idée, évidemment, c'est de réinterroger le système, de trouver les meilleures solutions. Ce qu'a fait la Fédé de tennis italienne aujourd'hui. Et donc c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, il faut réinterroger ce qu'on fait. C'est ce qu'on est en train ce sur quoi on est en train de travailler avec la volonté de bâtir une équipe autour de ce projet féminin. Et puis, ce dont on est certain, c'est que les choses qu'on va certainement lancer sur le tennis féminin vont servir aussi à faire évoluer le tennis masculin. Donc voilà, on est vraiment là-dessus sur le haut niveau.
On a une ancienne joueuse qui nous avait dit que ça manquait peut-être aussi un peu de transmission et de figure féminine dans le coaching, que ce soit pour les filles ou les garçons. Ça aussi, ça peut compter. On a vu des images de jeunes joueurs qui partageaient avec des Gaël Monfils, avec des Richard Gasquet. C'est peut-être moins le cas aussi dans le tennis féminin. Oui, c'est à cultiver, c'est sûr. Je crois que ça, c'est important. C'est aussi évidemment d'avoir ces joueuses qui ont fait rêver et qui doivent maintenant aussi, on doit aussi en retrouver pour qu'elles fassent rêver les jeunes filles et pour leur donner envie justement de s'engager dans ce parcours incroyable qui est celui de tenniswoman de haut niveau. Donc voilà, et en effet, le transfert de l'expérience, c'est un vrai sujet. Il faut se rendre compte que le circuit international, c'est un ultra trail en fait, qui dure toute la saison. C'est 30 tournois, des déplacements, des décalages horaires, et c'est aussi beaucoup de solitude. Et donc voilà, je crois qu'on a en effet, pour le coup, entre autres là-dedans, à mettre en place une sorte aussi de projet un peu collectif et de faire qu'en fait, nos joueuses françaises, elles se sentent soutenues, encouragées, épaulées par la fédération et par l'ensemble en fait du tennis français. Et concrètement, ça veut dire leur donner des garanties sur l'accompagnement. Ça passe aussi par la formation. Alors, parce que vous avez une appétence aussi. C'est ce sur quoi on est en train de travailler, c'est-à-dire quelle forme ça doit prendre. Voilà, parce qu'en effet, le circuit a énormément évolué ces dernières années. Il y a une concurrence internationale féroce. Voilà, donc c'est comment on s'adapte à cet environnement et quelle stratégie on va mettre en place, quels moyens on va mettre en place pour qu'on puisse répondre à ces challenges-là. Et donc, vous allez vous inspirer de la fédération italienne, vous l'avez évoqué rapidement. C'est vrai que l'Italie, on ne parle que de ça en ce moment, ils gagnent quasiment partout, ils nous sortent des champions, des championnes toutes les semaines. C'est l'exemple à suivre, selon vous? Alors, on dit souvent que quand on reproduit ce qui marche, en fait, on a peu de chances de gagner parce que, en fait, ça sera déjà dépassé. Donc, l'idée, évidemment, il faut s'en inspirer, regarder ce qui est fait, mais en même temps, l'adapter à l'environnement français et puis surtout à la concurrence internationale. Donc, voilà, il y a certainement des choses intéressantes dont on va pouvoir... qu'on va pouvoir éventuellement intégrer, mais voilà, je ne crois pas aux recettes miracles de refaire ce qui a été fait ailleurs. Voilà. Parce qu'on a parlé des filles qui sont en grande difficulté aujourd'hui, mais finalement, c'est elles qui ont apporté les derniers titres du Grand Chelem, alors que les garçons, il y a une énorme densité dans le top 100, dans le top 200, mais c'est vrai qu'on manque un peu d'une locomotive, d'un top joueur, et c'est ce que Ivan Lombucic nous avait dit en arrivant, qu'il était étonné, vu le nombre de licenciés, le vivier en France, qu'il n'y ait pas... plus de joueurs dans le top 5, top 10 même. Oui, comment on forme c'est ça. Est-ce qu'il y a un projet Alcaraz, Sinner? C'est ça, on a beaucoup de joueurs présents et en effet, c'est de se dire voilà, comment on arrive à gérer en particulier cette transition vers le très haut niveau et donc les meilleures places de l'ATP, mais c'est valable aussi pour les filles. Donc il y a un vrai sujet, je pense, en effet, d'assurer cette transition-là qui est complexe. C'est-à-dire que le joueur ou la joueuse se retrouve un peu seul dans son environnement, très concurrentiel, et parfois pas toujours très préparé à ça. Donc voilà. Est-ce que vous sentez que vous êtes écouté, entendu? Comment ça se passe, là, vos premières semaines? Comment vous avez été reçu? Ça y est, vous avez vos marques. Dans Roland-Garros, vous ne vous perdez pas parce que ce n'est pas simple. Non, et puis la Fédé, c'est vraiment beaucoup de personnes. Et voilà, donc il faut se repérer là-dedans. En fait, l'avantage aussi d'arriver de l'extérieur et d'être un non-expert, c'est qu'on ne parle pas pour rien dire. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, moi, c'est surtout de prendre la mesure du contexte, d'analyser, d'échanger beaucoup avec tous les gens de l'environnement, que ce soit les élus, les salariés, les clubs. C'est justement ce qu'on est en train de faire là et ce qu'on va faire pendant tout Roland-Garros. C'est vraiment un lieu de rendez-vous et voilà, on va beaucoup échanger. Donc moi, je suis plutôt dans la phase aujourd'hui de beaucoup entendre et beaucoup échanger.
Voilà, et puis petit à petit, on va mettre en place des choses. Je crois que voilà, l'idée, c'est de travailler aussi sous une forme de continuité, en mettant en place des évolutions. Mais voilà, il y a besoin de continuer. Il y a plein de... On ne renverse pas la table, quoi. Voilà, il y a plein de super choses qui ont été mises en place. L'idée, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire évoluer les choses, mais sans, en fait, tout foutre en l'air, tout simplement pour dire qu'avant nous, tout était nul, quoi. Quand on n'est pas un expert de l'activité, en tout cas, c'est le piège dans lequel on ne tombe pas. Donc, voilà. Vous arrivez dans un sport qui est déjà bien installé, très populaire en France, mais il y a aussi d'autres missions avec le padel qui se développe énormément et qui peut aussi donner des idées au tennis pour changer certaines choses. Ça a été une des raisons pour laquelle ça m'a beaucoup intéressé. Je trouve que c'est une des rares fédérations en France où il y a un vrai dynamisme assez incroyable qui est apporté par le padel. Et puis on va avoir aussi par le pickle ball. Mais voilà, c'est une nouvelle pratique qui fait venir en fait des gens qui ne sont pas au départ des tennismen, qui sont des sportifs, mais qui se retrouvent au club, qui prennent plaisir à échanger, à être ensemble. Et je trouve que ça redonne une dynamique et qui est vraiment au service de la dynamique des clubs. Donc moi, vraiment, je trouve que ça, c'est passionnant. Et en effet, on a un enjeu de développement assez majeur des activités au service des clubs, c'est-à-dire pour rendre des clubs plus forts, capables aussi de... Moi, j'aime beaucoup de porter ce message du vivre ensemble, de dire, en fait, les clubs de tennis ne sont pas tous des clubs super smart, etc. On a plein de clubs qui sont dans des petites villes, des petits villages de campagne, et qui sont vraiment un lieu où les gens se retrouvent. Donc, c'est ça qui est important, je trouve. Voilà. Et le fait d'avoir ces nouvelles pratiques, en fait, émergentes, ça crée un super dynamisme, et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on en voit de plus en plus. Le padel s'installe aussi à Roland-Garros. Et ça peut faire aussi grandir le tennis, qui est déjà bien installé, mais qui... en tout cas, ça fera grandir nos clubs de tennis. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et évidemment, la fédération en parallèle. Et puis, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a vraiment l'ouverture à un nouveau public qui... n'osait pas ou n'ose pas se lancer dans le tennis, qui est, on le sait, un sport très technique, pas évident. Puis une image un peu élitiste aussi. Ouais, même si... Voilà, moins ça vrai, aussi, mais... je crois que c'est moins vrai, mais voilà, mais qui est quand même un sport techniquement plus difficile. Et donc là, avec le padel, alors sans injure pour le padel... C'est ce que j'allais dire, parce que là, j'imagine qu'il y a des joueurs de padel qui vont s'étrangler. Non, mais voilà, il y a une différence entre envoyer la balle et puis devenir un grand joueur de padel. Voilà, mais le pickle aussi, ça permet à des gens très vite de pouvoir matcher. C'est ça qui est sympa. Oui, utiliser les moyens de la Fédération française de tennis qui sont quand même importants pour aussi c'est vraiment cet objectif-là. Ouais. Alors, on a assisté au sacre de Carlos Alcaraz à Rome le week-end dernier. Vous avez peut-être jeté un petit coup d'œil, je ne sais pas, de loin, vous n'avez pas le temps. Je pense que vous êtes très pris, mais vous avez jeté un petit coup d'œil quand même. Pas 24 heures sur 24 quand même. Mais vous avez joué au tennis? J'ai tapé, pendant mes études en STAPS, j'ai fait du tennis. Je n'ai pas laissé un souvenir impérissable. Donc voilà. Pas Carlos Alcaraz, quoi. Pas du tout. Même pas son petit frère. Donc. Ah, vous savez déjà qu'il a un petit frère et qui joue de mieux en mieux. Pour l'instant, c'est le grand frère qui a brillé à Rome et qui s'est imposé face à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, qui était de retour Olivier de compétition. Alors, il a fait un énorme retour en allant jusqu'en finale. Ça a coincé face à Alcaraz, qui a prouvé qu'il était un peu en difficulté pour la saison américaine, mais là, c'est ses adversaires qui sont en difficulté. Oui, Carlos Alcaraz, il a été extraordinaire. On l'a vu notamment dans le deuxième set de sa victoire face à Sinner. On a retrouvé son tennis flamboyant, son tennis électrique. On a retrouvé le Carlos Alcaraz qu'on adore, qui a parfois des sautes de concentration, mais là, on a senti qu'il affrontait son grand rival. Donc, il était focus, il l'a dit d'ailleurs, du début jusqu'à la fin. Et quand il est comme ça, sur terre battue, il est injouable. Sinner l'a dit d'ailleurs, tu es le meilleur joueur du monde sur terre battue. Et ce qui est fou, c'est que moi, pendant toute la quinzaine à Rome, j'ai passé mon temps à dire aux consultants Roland-Garros, ça va être incroyable, ça n'a jamais été aussi ouvert. Mais non, mais pas du tout. En fait, il y a un super grand favori. Quand on le voit jouer comme ça, Carlos Alcaraz, c'est évidemment le grand favori. Il a gagné Monte-Carlo, il a gagné à Rome, il a fait la finale à Barcelone qu'il a perdu parce qu'il était un petit peu blessé. S'il pratique ce tennis-là à Roland-Garros, personne ne peut aller le chercher. Oui, parce que l'année dernière, il va chercher le titre alors qu'il arrive dans des dispositions moins bonnes que cette année. On ne le sentait pas au mieux physiquement.
Là, il a des garanties. Il a gagné Monte-Carlo, il gagne Rome. Il a fait donc maintenant les 3 Masters 1000 sur terre battue, ce qui ne sont pas nombreux à avoir fait. Et il a encore battu Yannick Sinner. Il y a aussi cet ascendant qui est en train de s'installer. Yannick Sinner qui arrivait, il n'avait plus perdu depuis le 2 octobre dernier. Il est resté sur 26 victoires consécutives, Yannick Sinner. Le dernier à l'avoir battu, c'était déjà Carlos Alcaraz, qu'il a battu lors de leurs 3 face-à-face en 2024. Et là, il gagne encore. Donc ça fait 4 victoires d'affilée. Clairement, il a pris l'ascendant, le numéro 2 mondial. En plus, Sinner à Roland-Garros, on aura l'occasion de se projeter, mais sur ce format des 3-7, il aura peut-être un petit peu plus de difficultés. Donc vraiment, ce Carlos Alcaraz-là, il est intouchable et puis il a des stats phénoménales. Il est quasiment invaincu en finale. Il n'a que 22 ans. C'est son 7e titre en Masters 1000. Cette victoire, une défaite en finale. C'est prodigieux. Masters 1000, c'est pas mal. Et Justine Hénin était plutôt d'accord avec vous sur le plateau d'Eurosport Tennis Club dimanche après la finale. Elle en fait clairement son grand favori, Carlos Alcaraz. On l'écoute. C'est lui. C'est le grand favori. Alors après, je pensais qu'il n'y en aurait pas, mais si, il est au-dessus. Et il n'arrivera pas dans les mêmes conditions que l'année dernière où il avait quand même gagné Roland. Donc ce sera une autre forme de pression. La pression, il aime pouvoir y répondre. Il est là dans les grands rendez-vous. Mais un grand chelem, c'est très long. Il se passe beaucoup de choses sur le chemin. Ces deux-là ont gagné les 5 derniers, donc on connaît leur capacité. Alcaraz, c'est son moment préféré de l'année. C'est sur cette période-là qu'il est pour le moment le plus fort. Donc oui, il a marqué les esprits. Je pense que la tournée sud-américaine, avec Indian Wells et Miami, peut-être lui a fait beaucoup de bien, parce que là, c'est vrai qu'il était quand même un peu au fond du trou en revenant de Miami. Et à l'issue de Monte-Carlo, d'ailleurs, il a dit, j'ai connu un mois très difficile. J'aurais aimé être une petite souris pour être dans les coulisses à ce moment-là et voir vraiment la nature du travail, la nature des discussions et de la remise en question. Et là, on voit maintenant un Carlos Alcaraz qui avait le sourire avec son équipe depuis le début de ce tournoi à Monte-Carlo. On était là ensemble, on sentait que là, il était encore dans le dur et il remontait la pente. Là, il est en train de s'exprimer. Après un grand chelem dans la foulée, ce sera l'objectif majeur. Il voulait gagner Rome, mais il voudra répondre présent à Roland-Garros. Si Justine dit que c'est le grand favori, je pense qu'on peut la croire. Donc Roland-Garros, là, ça va démarrer. Ça a même démarré avec la fameuse Opening Week, les qualifications. Qu'est-ce que fait un DTN concrètement là, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous faites là pendant il essaye de regarder un peu de match. C'est important. Voilà, puis évidemment, derrière, beaucoup de rendez-vous, ce que je disais, c'est l'idée de rencontrer un peu tous les gens aussi qui font le tennis en France, dans les territoires, et qui ne sont pas sur Paris. Et voilà, d'avoir ce contact avec eux, d'autant plus quand, comme moi, on prend ces fonctions. Donc voilà, c'est le côté de prendre le pouls du tennis et d'avoir un peu en tête les enjeux majeurs qui se préfigurent. Parce que ce qu'on dit toujours, c'est qu'un tennisman ou un grand tennisman ou une grande tenniswoman, il commence toujours dans un club. Et donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir des clubs. Et derrière, la vie en fait, de la fédé de tennis, ce sont ces clubs. Et donc, c'est aussi ça. Il faut être en prise avec eux. Parce que parfois, on peut avoir un effet un peu, je dirais, parisien, très centralisé, avec des décisions qui sont prises sans réellement avoir de retour du terrain. Et c'est ça qui est... Je pense, moi, pour moi, c'est très important, ce contact avec la base, on dira, sans être péjoratif, mais vraiment les gens qui œuvrent tous les jours au profit du tennis. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec des joueurs, déjà, ou pas ? Oui, un peu. Ouais. J'aime ça, j'aime beaucoup, plutôt dans des occasions, je dirais, un peu... informel, c'est-à-dire moi j'aime bien passer et dire bonjour à tout le monde, de les voir quand ils sont en train de faire un peu de prépa physique autour du déjeuner. Voilà, c'est là aussi, moi mon rôle c'est aussi de leur poser des questions qui sont pas que des questions de terrain, c'est de dire voilà, ça va, vous êtes heureux, ça se passe comment, voilà, et je trouve que ça c'est aussi important de créer ce lien avec eux et avec elles, et donc voilà, j'essaie d'être en contact avec les joueurs, les joueuses et les coachs aussi, parce que ils sont très importants. Et vous avez échangé avec Amélie Mauresmo en parlant de Roland-Garros? Alors elle est très très prise. Oui, là, aujourd'hui, c'est pas le meilleur moment. Voilà, elle est, je pense, overbookée. Non, mais on aura l'occasion d'échanger.
Ouais, elle a parlé, elle aussi, justement, de cette attente autour du nouveau champion français. On parle beaucoup d'Arthur Fils, Olivier, parce que c'est le meilleur français aujourd'hui, qu'il a cette capacité à très bien jouer sur terre battue. Elle a dit qu'il avait ce côté aussi ambitieux. Il n'a pas de limite, il ne se met pas de limite. C'est primordial pour être dans les pas d'un Yannick Noah et pour parler de Grand Chelem, puisque c'est aussi ça un peu l'objectif. Eh bien, il est déjà formaté dans sa tête pour cet objectif. Il sait qu'en France, on attend ça et il a cette ambition que peut-être d'autres exprimaient moins avant lui. C'est vrai oui, je ne suis pas loin de partager son analyse. Bertrand Millard aussi l'a dit, pour lui, c'est le prochain Français à gagner un titre du Grand Chelem. C'est vrai qu'il a tout. Il a le tennis, il a le physique, il a cette confiance en lui que les champions français n'ont pas toujours. Il a cette conviction, il dit les choses, il est là pour gagner, il a comme objectif d'être le meilleur. Ça n'arrivera pas, mais lui le dit, il ne s'en cache pas. Il est encore très jeune. Hein. Il n'a pas brûlé les étapes. Voilà. Il a à peine 20 ans. Et puis franchement, pour l'avoir vu jouer, notamment contre Carlos Alcaraz à Monte-Carlo, à quart de finale, où il est à ça de le battre. J'étais au bord du court avec Justine. Justine, elle n'en revenait pas. Elle me disait, elle n'avait jamais eu vraiment l'occasion de le voir aussi près. Elle me dit, mais la puissance qu'il dégage, le poids qu'il met dans la balle, et il a vraiment fallu que Alcaraz fasse du Alcaraz dans le dernier set pour s'imposer. Il ne brûle pas les étapes. Tout le monde dit déjà depuis très longtemps qu'il sera un jour top 10. Il va l'être, on le sait. Là, il est 13, 14. Il va y aller peut-être même d'ici la fin de l'année. Et je suis convaincu qu'il ne sera pas loin d'aller chercher un titre du Grand Chelem. Je sais pas si je trouve que c'est le petit parallèle aussi que je peux faire avec le rugby, c'est que en fait, c'est très français de ne pas oser tout à fait. donner son ambition. Quoi. Et pendant longtemps, en France, au rugby, on n'osait pas dire qu'on voulait être champion du monde. Et je crois que c'est aussi, il faut arriver à switcher ça et de dire, en effet, on peut avoir des ambitions. La seule condition, c'est de mettre le travail qu'il faut en face. Et je crois qu'Arthur le fait. Donc voilà, moi, je trouve ça génial. C'est super et il faut vraiment qu'on les accompagne là-dedans. Et voilà, et en effet, il a du caractère. Et ça, en tout cas, je trouve que ce qui est passionnant dans le sport de haut niveau, on ne peut jamais promettre de gagner parce que c'est tellement difficile. Mais par contre, de dire qu'on va se battre sur tous les points et vraiment mettre cet état d'esprit, ça, c'est fondamental. Et derrière, les gens, évidemment, ils suivent. Et c'est ce qu'on voit dans les qualifs. Moi, ce que je trouve super, c'est que voilà, on voit des jeunes qui se battent et ça, le public adore ça. Après, si on fait un parallèle avec le rugby que Didier connaît si bien, c'est un sport individuel. On est tout seul sur un court avec 15 000 personnes autour de soi. Il va y avoir une attente considérable sur Arthur Fils. Cette pression-là, il va falloir qu'il arrive à la gérer, à la digérer. Dans un sport collectif comme le rugby, je ne dis pas qu'on peut se cacher, mais on n'est pas tout seul, on est 15 quand même. C'est plus diffus, c'est vrai. C'est vrai que pour moi, c'est comme un combat de boxe. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a un perdant, quoi, et il est tout seul. Et ça, c'est terrible. Il y a une pression, plus la pression du classement qui tombe toutes les semaines, etc. C'est incroyable. Donc oui, je pense que les tennismen ont besoin, à un moment donné, de sentir qu'on les soutient, qu'on les aime, qu'on les supporte. Et je crois que c'est ça. Et quel meilleur endroit que Roland-Garros pour que le public pousse justement et qu'il montre en fait cet attachement que tout le monde a pour ses sportifs. C'est vrai que ça porte, mais ça peut aussi inhiber. Et on connaît certaines joueuses, certains joueurs qui ont du mal à Paris parce qu'il y a cette pression-là. Mais en tout cas, le cadre, tout est réuni pour que ça... On va espérer qu'il passe un tour déjà, parce qu'il n'a pas encore gagné un match à Roland-Garros. Oui, c'est pour ça. Chaque chose en son temps. On ne va peut-être pas le donner comme favori pour la victoire finale. Ça commence dimanche, Roland-Garros. Là, les qualifs ont déjà débuté. Et samedi, il y a un rendez-vous de rugby. Quand même, Olivier, et ça vous concerne aussi. C'est la finale de la Coupe d'Europe. Vous n'avez plus de droit de réserve, donc là, ça y est, vous pouvez vous lâcher. Ça va concerner mon fils surtout. Voilà, qui joue à l'UBB et qui est en finale. Pareil, moi, je vis pas par procuration, en fait. Arthur, c'est sa carrière. Il va connaître un moment incroyable de sport de haut niveau. Et voilà, je suis très heureux pour lui parce que je suis très heureux pour lui, surtout parce qu'il est heureux dans son club. Et ça, c'est important. Et à Bordeaux, ils ont su créer une vraie dynamique de groupe. Et voilà, je trouve qu'il y a une vraie bienveillance et exigence autour du groupe et dans le staff. Donc voilà, je suis ravi de le voir s'exprimer. Et voilà,
je suis heureux de le voir heureux. Donc j'espère et je croise les doigts parce que je serai derrière ma télé pour regarder. Ah oui, vous ne serez pas à Cardiff? Non, c'est trop compliqué. Il y a des priorités. Voilà, donc je regarderai ce match avec beaucoup de plaisir. Voilà. On sera tous derrière les bébés, c'est le club français. Finale de Coupe d'Europe face à Northampton, ça va être je regarderai aussi le PSG. Voilà, donc, le 31 mai. Qui m'a aussi, je trouve... J'aime bien cette équipe, je trouve, pour du foot, ils se bagarrent collectivement. Solidarité, ça vous parle? Et ça fait plaisir à voir. Ils ont recréé un groupe aussi. C'est ça, en fait, moi, j'ai regardé par hasard le match retour à Liverpool et je me suis dit, cette équipe, ils se bagarrent. Et quelque part, voilà, j'ai accroché avec eux là-dessus et je vais regarder en anglais. Ouais. Tous derrière les Français, dans tous les sports. C'est ça. Exactement. Et merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. Bonne chance pour cette... grande mission qui vous attend et qui a démarré là. Si on a un petit message, c'est dire si les gens venez assister aux qualifications, c'est un moment incroyable. Il reste des places pour jeudi, voilà, et venez soutenir les Français et passer un bon moment dans ce stade incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est une super ambiance et ça permet d'avoir accès à Roland-Garros pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des places pour le tournoi qui débute, le grand tableau qui débute dimanche. Et attention, il y a le tournoi de Hambourg et de Genève. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Que le tennis c'est sympa la semaine des qualifications Roland-Garros, mais il y a quand même du gros tennis. Sur avec des Français d'ailleurs. C'est les derniers petits réglages. Avant Roland-Garros, il y a Zverev à Hambourg, par exemple, qu'on attend. Il y a Djokovic à Genève, et puis il y a tous nos Français aussi qui peaufinent leur préparation. Donc ça, c'est sur Max et sur Eurosport. Et ce sera avec Olivier au commentaire. C'est ça, et je sais que Didier a son abonnement. Donc ça. Merci d'avoir été avec nous. À vous. Bon courage pour cette mission, et puis bonne quinzaine aussi à Roland-Garros. Merci Olivier. Bon Hambourg, bon Genève. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau retour gagnant. Et je remercie aussi en régie tous ceux qui ont participé à cette émission, et Seb et Nolwenn en particulier. Merci beaucoup.